L'apparition de ces soleils déclenche aussitôt, sur la face ainsi plongée dans l'ombre de notre planète, l'activité fébrile des astronomes. L'œil rivé à l'oculaire de leur télescope, ils procèdent à de ultimes réglages, enclenchent des commutateurs, pressent de mystérieux boutons. C'est le moment où, guidés par leur ordinateur d'énormes assemblages d'acier et de verre, commencent à traquer les étoiles. Une fois son précieux auxiliaire immobilisé dans la direction choisie, il est bien rare, cependant, que l'astronome regarde de nouveau dans son oculaire. Même vu à travers l'instrument le plus puissant, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. La plus proche est à 40 000 milliards de kilomètres. Pour être perçue autrement que comme d'infimes taches de lumière. Alors, ce que les astronomes cherchent à obtenir, ce n'est pas un aperçu visuel de ces corps célestes, mais une mesure aussi précise que possible de leur rayonnement. Les savants qui, au XIXe siècle, avaient percé le secret de la lumière émise par les étoiles et s'étaient aperçus que ce faible rayonnement pouvait les renseigner sur la nature fondamentale de l'astre. N'avait-il pas, par là même, ouvert aux hommes les portes du ciel, aussi sûrement que Christophe Colomb leur avait ouvert celles du Nouveau Monde, quelque 300 ans auparavant. Les générations suivantes se sont rendues compte que le nombre d'étoiles qu'ils clouent de la voûte céleste est inimaginable. De la Terre et à l'œil nu, on peut en distinguer environ 6 000. La Voie lactée à elle seule contient probablement 200 milliards de ces grandes sphères de gaz éblouissants, alors qu'elle n'est que l'une des 10 milliards, sinon plus, de galaxies peuplant un univers si étendu que la lumière, qui voyage à la vitesse de 300 000 km à la seconde, met près de 30 milliards d'années à le parcourir. Éparpillées, tels des éclats de diamants, à travers le cosmos, les étoiles paraissent parfaitement paisibles. Mais ce n'est qu'une impression. Chacune d'elles est, en réalité, un monde de turbulence et de violence. La température superficielle d'une étoile normale peut atteindre 50 000 degrés Kelvin, soit plus de 10 fois celle du Soleil. Dans certains cas rares, elle s'élève même jusqu'à la valeur difficile à appréhender de 1 million de degrés Kelvin. Quant aux entrailles de ces étoiles, elles brûlent avec une intensité encore plus incroyable. Plusieurs millions de degrés pour une étoile moyenne, température si élevée que les noyaux des atomes y sont disloqués et transformés en de nouveaux éléments. Ce sont là, en quelque sorte, les fourneaux thermonucléaires de la nature. Rappelons que la valeur attribuée à une température sur l'échelle de Kelvin, dite des températures absolues, la seule utilisée en astronomie, est égale à la valeur qui lui est attribuée sur l'échelle de Celsius, moins 273 degrés, le zéro absolu, 0 Kelvin, correspond à moins 273 degrés Celsius. L'aspect serein du ciel dissimule donc la violence, mais aussi l'immense diversité des étoiles, se déplaçant souvent à travers la galaxie par groupes de 2, 3 ou 4. Les étoiles ont des tailles qui varient très sensiblement. Certaines sont plus petites que la Terre, d'autres ont la dimension du système solaire. Il y en a aussi qui se dilatent ou se contractent au cours du temps, ce qui entraîne d'importants changements dans leur écart.
constellation d'Orion, fois son diamètre varié de 270 millions de kilomètres au cours de chaque période de 6 ans. Bien que leur durée de vie se chiffre en milliards d'années, les étoiles sont des astres qui vieillissent et meurent. Certaines agonisent lentement, d'autres s'effondrent d'un coup sur elles-mêmes et implosent, victimes d'un fantastique phénomène d'autodestruction. Mais tandis que ces vieilles étoiles disparaissent, d'autres voient le jour dans les gigantesques pépinières de matière interstellaire que contient l'espace. La lumière striée, c'est grâce à la spectroscopie, c'est-à-dire l'étude de la lumière et des autres radiations, que les savants ont pu mener à son niveau actuel leur savoir sur l'extraordinaire diversité des étoiles. Cette technique a marqué le début d'une ère sans précédent dans le domaine des connaissances. Les scientifiques ont, grâce à elle, analysé et classé des centaines de milliers d'étoiles, amorçant ainsi la percée théorique qui marqua le XXe siècle au plan de la compréhension des étoiles. Comme un certain nombre des autres aspects de l'astronomie moderne, la spectroscopie est née de l'imagination pénétrante d'Isaac Newton, extraordinaire scientifique et mathématicien anglais du XVIIe siècle. Newton souscrivait à l'idée étrange déjà énoncée par de grands penseurs tels que René Descartes, selon laquelle la lumière blanche est constituée de l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. En 1666, il effectua sa première expérience, tentant, comme il l'écrivit plus tard, au moyen d'un prisme de verre, d'un petit trou rond ménagé dans un de ses volets et du mur blanc de sa chambre, de faire apparaître les célèbres phénomènes des couleurs. Il fit en sorte qu'un pinceau de lumière solaire, qui pénétrait par l'orifice dans la pièce obscure, passe à travers le prisme et vienne se disperser sur le mur. Il obtint un éventail de couleurs qui se chevauchaient, allant du rouge au violet, en passant par l'orangé, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo, pour décrire cette image floue et riche en nuances apparue comme par magie sur son mur. Newton emprunta au latin le mot spectrum, qui signifie apparition ou spectre. Bien que cette expérience eût valu au physicien, alors âgé de 23 ans, un début de notoriété, les résultats de son expérience n'en furent pas pour autant immédiatement assimilés par la science encore balbutiante qu'était alors l'astronomie. Bien plus tard, en 1790, Johann Wolfgang von Goethe, phare de la culture allemande, qui aspirait à être considéré à la fois comme un scientifique, un poète et un philosophe, écrivait encore: l'idée que la lumière blanche puisse être composée de rayons colorés est réellement inconcevable. Ce sont des balivernes tout juste bonnes à être prises en compte par un enfant au berceau. De fait, les astronomes ne s'intéressaient guère à cette époque à ce dont pouvaient être faites les étoiles ou la lumière. L'œil rivé à leur télescope, ils tentaient de cartographier le ciel, y repérant les positions des étoiles pour mettre leur mouvement en évidence. Au XVIIIe et XIXe siècle, les savants considéraient les étoiles comme un sujet mineur. Seules les fascinait réellement la danse des planètes sur la scène cosmique. Ce manque d'intérêt était en partie dû à une attitude de scepticisme assez répandue, selon laquelle la science ne parviendrait jamais à comprendre la véritable nature des étoiles.
laquelle disparaître à la suite des découvertes faites par un talentueux opticien allemand, Joseph von Fraunhofer. Le cheminement qui, au XIXe siècle, fit de ce dernier l'un des savants les plus réputés d'Allemagne, aurait pu être le sujet d'un roman à la Zola. Ce 11e enfant d'un misérable maître vitrier devint orphelin à 11 ans et fut placé en apprentissage à Munich chez un tailleur de verre fabriquant des miroirs, totalement dénué d'imagination. Un jour, au cours de sa 14e année, le taudis qui lui donnait lieu de gîte et d'atelier s'effondra, tuant tous les occupants, sauf lui. Après qu'on l'eut sorti indemne des ruines, un prince bavarois, Maximilien Joseph, qui avait été mis au fait de ce drame, provoqua dans le vie de l'enfant un second miracle. Il lui offrit la somme de 18 ducats or, grâce à laquelle le jeune Joseph s'acheta une machine à travailler le verre et des livres d'optique, puis s'affranchit de sa détestable condition d'apprenti. En 1806, il entra à Munich, dans une entreprise connue pour la qualité de ses instruments d'optique. Il y acquit en l'espace de 5 ans une telle adresse au travail de verre, à la taille et au dessin des lentilles qu'à 24 ans, il devint associé à part entière dans l'entreprise. Talonné par le désir de fabriquer des lentilles pour lunettes astronomiques et autres instruments scientifiques, ce jeune perfectionniste en vint tout naturellement à effectuer des expériences ayant recours à la spectroscopie. En 1814, avec une lunette qu'il avait composée à partir d'éléments empruntés à ses instruments de mesure, il étudia un ray de lumière solaire qui pénétrait dans son laboratoire par une étroite fente dans les volets. À travers l'oculaire, il observa les spectres formés par le prisme qu'il avait monté devant la lunette. Il écrira plus tard que l'arc-en-ciel apparut comme il s'y attendait, mais qu'il vit aussi une multitude de lignes lumineuses, tantôt intenses, tantôt faibles. Ces dernières apparaissaient plus sombres que le reste de l'image colorée, et certaines étaient même carrément noires. Ces fines raies sombres deviendraient rapidement célèbres auprès de tous les étudiants en physique, sous le nom de raies d'absorption de Fraunhofer. Et si Newton ne les avait pas observées, c'est probablement parce que le trou rond qu'il avait utilisé pour concentrer son pinceau de lumière était, à la différence de la fente étroite de Fraunhofer, trop large pour que ces raies sombres se voient avec netteté sur le spectre. Un autre des prédécesseurs de Fraunhofer, le chimiste anglais William Wollaston, avait observé ces lignes dès 1802, mais il avait cru qu'il s'agissait de séparation entre les couleurs. Ne sachant trop comment expliquer la présence de ces raies, mais persuadé qu'elles étaient inhérentes à la lumière solaire et non pas aux conditions de l'expérience, Fraunhofer entreprit de les étudier minutieusement. Il en dénombra 600 dans le spectre solaire. On en connaît aujourd'hui plus de 20 000 et assigna aux plus importantes d'entre elles des références alphabétiques, dont certaines sont encore utilisées. Il braqua ensuite un nouvel instrument, le spectroscope, en direction successivement de la Lune, de Vénus et de Mars. Des raies apparurent sur les spectres de ces 3 planètes, et leurs aspects étaient identiques à celui des raies du spectre du Soleil. Fraunhofer en déduisit à juste raison que ces 3 corps n'émettaient aucune lumière eux-mêmes, mais réfléchissaient celle du Soleil. Lorsqu'il braqua ensuite son télescope sur Sirius et 5 autres étoiles très brillantes, il découvrit que chaque
celui du Soleil. Apparemment, chaque spectre constituait une sorte d'empreinte digitale de l'étoile correspondante qui allait permettre de l'identifier et de la distinguer des autres. Au cours de l'étude de ces raies sombres, Fraunhofer améliora très sensiblement le système jusqu'alors connu sous le nom de réseau de diffraction, qui permettait lui aussi de reproduire des spectres à l'aide d'une machine de son invention. Il fabriqua un réseau constitué d'une plaque de verre de moins de 1,5 cm de large, comportant 3200 lignes gravées au diamant. De tels réseaux produisent des spectres beaucoup plus précis et détaillés que ceux des prismes. Et ils permirent alors aux savants de mesurer avec une plus grande finesse l'emplacement des mystérieuses raies sombres. Fraunhofer expérimenta ce spectroscope simple en faisant passer à travers le dispositif à la fois la lumière émise par le soleil et celle provenant de la flamme d'un bec de gaz. C'est ainsi qu'il identifia une variété de raies spectrales n'apparaissant que lorsqu'on l'étudie en laboratoire, la lumière dégagée par les flammes. Ces raies brillantes et colorées, et non pas sombres, furent appelées raies d'émission, car elles étaient produites par des substances portées à incandescence. En dépit de cette différence, Fraunhofer remarqua une coïncidence étonnante entre les emplacements de deux raies sombres du spectre solaire et de deux raies jaunes et brillantes produites par la combustion d'un produit chimique en laboratoire. Mais absorbé par ses expériences et son dispositif, il n'eut pas le temps de trouver l'origine de ces raies. Avant d'avoir pu résoudre le problème, ce maître constructeur d'instruments d'astronomie contracta la tuberculose. Il mourut en 1826 à 39 ans, mettant ainsi un terme à une carrière scientifique hors du commun. Outre le fait qu'il avait donné à l'industrie optique allemande une position de leader international, Fraunhofer laissait derrière lui d'importants indices qui allaient permettre de découvrir la nature et la fonction des raies spectrales sombres. Il les avait attribuées, quant à lui, à l'absence de longueur d'onde particulière dans la lumière, comme si quelque chose dans le Soleil et les autres étoiles avait fait disparaître ces parties du spectre stellaire. Décryptage du message. Les chercheurs qui succédèrent à Fraunhofer eurent tendance à se concentrer davantage sur les raies brillantes d'émission que sur les raies sombres d'absorption, et à préférer les expériences en laboratoire aux observations célestes, bien que dans de nombreux pays, les travaux dans ce sens eussent été poursuivis pendant une trentaine d'années. Les expériences clés ne furent effectuées qu'en 1859 à l'université d'Heidelberg par deux autres savants allemands, Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen. À la différence de l'autodidacte Fraunhofer, ces deux hommes étaient issus d'une classe moyenne privilégiée. Fils d'un conseiller juridique du gouvernement, Kirchhoff avait acquis sa formation de physicien dans l'atmosphère intellectuellement stimulante de Königsberg. Il s'était fait un renom dans le domaine de la théorie de l'électricité, en démontrant que les impulsions électriques se propagent à la même vitesse que la lumière. Bunsen, de 13 ans son aîné, était lui, originaire de Göttingen, autre foyer intellectuel, et avait inventé un brûleur, le fameux bec benzène. La collaboration entre les deux hommes naquit des travaux effectués par Bunsen
corps chimiques à partir des couleurs qu'ils dégagent en brûlant. Kirchhoff suggéra à son collègue et ami de regarder la flamme de son bec benzène à travers un spectroscope. Ce brûleur convenait parfaitement à de telles expériences car il produisait une flamme chaude et exempte d'impuretés, ce qui donnait des spectres striés de raies particulièrement nettes. L'expérience fit apparaître que tout élément chimique à l'état gazeux engendre, lorsqu'on le fait brûler, une distribution caractéristique de ces lignes spectrales. Le sodium, par exemple, produit les 2 lignes jaunes qu'avait observé Fraunhofer. Cette découverte, chaque corps chimique transportait avec lui sa propre signature spectrale, eut des répercussions très importantes dans les domaines de la chimie, de la physique et de l'astronomie. Grâce à ce mode d'analyse nouveau, Bunsen et Kirchhoff commencèrent par identifier les distributions des raies spectrales d'émission de tous les corps qu'ils connaissaient. Parallèlement, Kirchhoff entama une série d'expériences qui allaient jeter les fondements d'une nouvelle branche de l'astronomie qu'on nommera plus tard astrophysique. Il éclaircit tout d'abord le mystère de l'origine des raies des spectres solaires et stellaires, confirmant l'intuition de Fraunhofer. Il démontra que certaines raies d'absorption, connues sous le nom de raies D de Fraunhofer, coïncidaient bien avec les raies d'émission de sodium. Il dirigea pour cela son spectroscope en direction d'une flamme de sodium brûlant sur un fond sombre, afin de produire le spectre aux 2 raies jaunes caractéristiques de cet élément. Puis, il déplaça le dispositif pour venir placer sa flamme dans le trajet d'un faisceau de lumière issu du Soleil. Il supposait en effet que, lorsqu'il y aurait coïncidence entre elles, les raies brillantes produites par la flamme et les raies sombres correspondant au manque lié à la lumière solaire s'annihileraient. Au lieu de cela, le contraste entre les parties sombres et les parties claires du spectre s'intensifia davantage. Le gaz absorbait apparemment beaucoup plus de l'énergie provenant du Soleil qu'il n'en réémettait. Kirchhoff appliqua ces nouveaux principes à l'astronomie. Il en déduisit que la lumière émise par le Soleil ou d'autres étoiles devait, avant de nous parvenir, traverser une atmosphère de gaz froid entourant ces astres, et que ce devaient être ces gaz, telle la vapeur de sodium pour le Soleil, qui absorbaient dans la lumière dégagée les longueurs d'onde les caractérisant et produisaient par là même les raies sombres de Fraunhofer, visibles à travers les spectroscopes terrestres. Pour étayer sa théorie, Kirchhoff adapta sur un télescope un spectroscope à 4 prismes qui lui permit d'observer simultanément et de comparer les raies sombres du spectre solaire et les raies d'émission émanant de 30 corps différents. Déchiffrant ainsi la composition de l'atmosphère solaire, il y découvrit non seulement du sodium, mais aussi des quantités significatives de fer, de calcium, de magnésium, de nickel et de chrome. Quelques années plus tard, des astronomes qui observaient le Soleil durant une éclipse identifièrent des raies spectrales correspondant à un élément qui n'avait encore jamais été découvert sur Terre. Ils le baptisèrent hélium, du mot grec hélios qui signifie soleil. 4 types d'étoiles. Dotés de ce nouvel élément d'analyse spectrale, les astronomes commencèrent à tirer des masses d'informations de centaines d'étoiles autres que le Soleil. Un riche Anglais, un certain William Hawkins, se figurait au nombre des chercheurs les plus actifs.
l'observatoire qu'il s'était construit sur son toit. Huggins démontra que les étoiles, à l'instar du Soleil, contenaient quelques éléments courants sur Terre, comme le sodium, le fer et le calcium. Ainsi put-il annoncer en 1863 que la Terre et les cieux ne faisaient qu'un. Les étoiles, bien que se distinguant les unes des autres du fait des matériaux qui les composent, sont toutes construites sur un même modèle, notre Soleil, et sont composées d'éléments identiques, du moins en partie, à ceux qui existent dans le système solaire. Tandis que Huggins et d'autres astronomes décodaient des spectres stellaires, des chercheurs s'ingéniaient par ailleurs à mettre sur pied des systèmes de classification plus précis. Ils rangèrent les étoiles en fonction de leur brillance, leur couleur et leur signature spectrale. Ces types stellaires allaient fournir une vision d'ensemble quant à la vie et à la mort des étoiles et à leurs liens de parenté. Le premier système de classification réellement fiable émergea d'une source inattendue, le Vatican. La papauté qui par le passé avait persécuté tant d'astronomes favorisait désormais au cœur de Rome, à l'observatoire du Sacré Collège, cette recherche de pointe. Le directeur de l'observatoire, le père Angelo Secchi, un jésuite physicien quinquagénaire, avait étudié l'astronomie en Angleterre et aux États-Unis dans les années 1840 alors que son ordre religieux y était temporairement en exil. Sous le dôme inachevé de l'église Saint-Ignace, située sur les propriétés de l'observatoire, Secchi avait ensuite entamé en 1863 des travaux pour voir, comme il l'écrivit plus tard, si les étoiles variaient autant par leur composition que par leur nombre. 5 années durant, il examinerait les spectres de quelques 4000 étoiles pour apporter finalement une réponse positive à la question qu'il s'était posée. La diversité des étoiles était effectivement impressionnante. Secchi cependant décela assez de similitudes entre certaines d'entre elles pour pouvoir les répartir en 4 catégories selon leur couleur telle qu'elle apparaît dans le télescope et selon la position, la largeur, le nombre et l'intensité ou l'opacité des raies d'absorption de leur spectre. Dans sa classification, les étoiles de type 1 sont blanches ou bleues, comme Sirius, et comportent de fortes raies d'absorption, correspondant à la présence d'hydrogène. Les étoiles de type 2 comprennent le Soleil et toutes les étoiles dont la couleur va du jaune à l'oranger, et dont les nombreuses raies spectrales d'absorption signalent la présence d'éléments métalliques tels que le fer. Le type 3 est celui des étoiles allant de l'oranger au rouge, avec de larges bandes spectrales, faites de séries, de lignes fines serrées, les unes contre les autres. Le type 4 est celui des étoiles d'un rouge profond, qui présentent dans leur spectre des raies d'absorption dues au carbone. Seul un nombre infime d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Heureusement pour les successeurs de Secchi, la photographie prit bientôt le relais des observations visuelles, et la sensibilité des plaques photographiques à la lumière ultraviolette leur permit d'obtenir des images d'étoiles trop peu lumineuses pour avoir jamais pu être observées à l'œil nu, et d'effectuer des mesures dans des longueurs d'onde naturellement invisibles. Le premier chercheur qui ait réussi à photographier un spectre stellaire est Henry Draper, médecin et astronome amateur d'origine américaine. Il s'est créé son propre observatoire à Hastings-on-Hudson, dans l'État de New York, sur les propriétés de son père John William Draper. Le vieux Draper lui-même médecin, astronome et photographe, avait en
1843 déjà réalisé l'une des premières photos du spectre du Soleil. En 1872, Henry photographia le spectre de l'étoile Vega et obtint grâce à un système qu'il baptisa spectrographe, un spectroscope équipé d'un appareil photographique, les spectres de 80 autres étoiles. Sa recherche tourna malheureusement court en 1882, lorsqu'à l'âge de 45 ans, il succomba à une double pleurésie. 4 ans plus tard, sa veuve Mary-Ann Draper créa la fondation Henry Draper, destinée à financer à l'observatoire de Harvard un ambitieux programme de spectrographie stellaire et de classement. La classification des étoiles. Le programme de Harvard fut mis sur pied par un homme remarquable, Edward C. Pickering, qui dirigea l'observatoire pendant 42 ans. Après avoir enseigné la physique au Massachusetts Institute of Technology pendant 10 ans, Pickering partit en 1877 pour Harvard. Excellent enseignant, ce digne descendant d'une des familles les plus anciennes et les plus distinguées de la Nouvelle-Angleterre, montra qu'il pouvait aussi être un directeur énergétique et infatigable collecteur de fonds, n'hésitant pas au besoin à payer de sa poche, mais il était surtout, comme il aimait à le dire, un collecteur de faits astronomiques. Peu de temps après que Miss Draper eut effectué cette donation, qui se montait à près de 400 000 $, Pickering se mit effectivement à récolter autant de faits astronomiques que possible. Il équipa les systèmes d'observatoires astronomiques à grand angle de prismes spéciaux, qui dispersaient simultanément la lumière de centaines d'étoiles sur une même plaque photographique de 20 cm par 25 cm. Afin de mettre un peu d'ordre dans le monceau de plaques photographiques qui commençait à s'empiler dans les bâtiments de l'observatoire, il recruta aussi un corps d'employés. Les autres astronomes se moquaient volontiers de ce qu'ils appelaient le harem de Pickering, dont le choix était pourtant purement pragmatique. Les femmes étaient meilleures quand il s'agissait d'effectuer des calculs fastidieux ou les mesures nécessaires à la détermination des longueurs d'onde des spectres sur les plaques en noir et blanc. Elles acceptaient aussi de travailler pour des salaires inférieurs à ceux généralement exigés par les hommes. L'assistante en chef de Pickering, Williamina Fleming, faisait également office du chef du personnel. C'était une Écossaise extrêmement autoritaire. Madame Fleming s'était occupée de la maison de Pickering jusqu'en 1881, quand le directeur de l'observatoire, irrité par la mollesse de son assistant, estima que sa gouvernante pouvait faire mieux et lui confia le poste. Madame Fleming était si dévouée à Pickering qu'elle donna à son propre fils le prénom de son patron. Pourtant, en privé, elle se plaignait souvent du peu de considération que ce dernier semblait lui manifester. C'est donc Madame Fleming qui, en 1886, avant d'avoir été promue assistante chef, entreprit le premier projet de classement à l'observatoire. Ce projet qu'elle développa conjointement avec Pickering étendait et améliorait le vieux système du père Secchi, fondé sur les similitudes entre spectres stellaires. Madame Fleming et Pickering subdivisèrent les 4 types de la classification initiale de Secchi en 13 classes repérées à l'aide de lettres de l'alphabet, hormis la lettre J, qui prêtait à confusion. Ils mirent par exemple dans leur première classe, celle désignée par la lettre A, les étoiles dont les spectres traduisent une présence importante d'hydrogène. Puis, dans les classes suivantes B, C, D, celles dont les raies caractéristiques de l'hydrogène deviennent progressivement de plus en plus rares. Pickering créa aussi 3 nouvelles classes, O, P et Q, pour contenir un certain nombre d'étoiles au spectre plus récemment répertorié. Le travail
considérable accompli par Madame Fleming déboucha finalement sur la publication, en 1890, d'un catalogue répertoriant 10 351 étoiles dans l'hémisphère nord. La méthode spectroscopique se révélant de plus en plus sûre, Pickering s'attela ensuite à un second projet, l'analyse plus complète de 681 des étoiles brillantes de l'hémisphère nord. Il confia cette tâche à Antonia Maury en 1888, peu de temps après que cette dernière eut rejoint l'équipe comme chercheur associé. Le choix semblait bon. Antonia Maury était la propre nièce d'Henri Draper, dont la fondation finançait les recherches et dont le vieux télescope de 28 cm avait été utilisé pour impressionner les 4800 plaques de spectres stellaires qu'elle allait devoir examiner. De plus, Antonia avait reçu une solide formation en physique et astronomie. Malheureusement, elle entra presque immédiatement en conflit avec Pickering. Individualiste convaincue, Antonia Maury refusait de s'intégrer au harem, et à une époque où on attendait des femmes qu'elles se comportent de manière très conventionnelle, se souciait peu de son apparence. Il lui arrivait même de venir au bureau avec des chaussettes dépareillées ou les bras constellés de piqûres d'insectes. Elle travaillait la nuit, les fenêtres ouvertes, et répugnait à tuer les moustiques. La principale source de friction entre les deux savants était cependant ce qu'un collègue d'Antonia Maury appelait sa rage de comprendre. Ayant délibérément opté en faveur d'une production massive de spectres stellaires, Pickering voulait aller vite. Or, se consacrer uniquement à un travail de classement ne satisfaisait pas Antonia qui, comme disait son collègue, ralentissait toujours les choses. Pour réclamer des explications, Antonia abandonna ainsi le mode de classement utilisé par Wilhelmina Fleming pour mettre sur pied son propre système. Elle développa un schéma d'une plus grande complexité, composé de 22 groupes, désignés chacun cette fois par des chiffres romains et grosso modo identiques aux 16 classes alphabétiques de Pickering. Mais à l'intérieur de chaque groupe, elle créa des subdivisions A, B et C afin de distinguer les intensités relatives et les différents aspects. Large ou étroit, flou ou net, terre spectrale. Pickering était totalement hermétique à ces subtiles distinctions, alors lassé par l'insatiable obsession de rendement de son patron. Antonia Maury quitta Harvard en 1896, un an avant la publication de son étude des spectres, et ne remit jamais les pieds à l'observatoire, se contentant d'enseigner dans des écoles privées. Quoi qu'il en soit, plusieurs années après son départ, les astronomes se rendirent compte que sa contribution avait été importante. Antonia avait isolé sans le savoir certains types d'étoiles. L'un de ces types spectraux fut peu après associé aux étoiles en rotation rapide, un autre aux énormes étoiles qu'on appela plus tard les supergéantes. Entre-temps, Pickering avait trouvé une nouvelle protégée, nettement plus à son goût. Comme Antonia Maury, Annie Jam Cannon possédait un solide bagage en astronomie et en physique. Cette fille de sénateur avait construit un observatoire de fortune dans le grenier de la confortable maison familiale, tout en poursuivant ses études. Aux yeux de Pickering, Annie Cannon avait toutes les qualités qui manquaient à Antonia Maury. Vêtue avec recherche, elle était d'un caractère
jouait en sa faveur. Quand elle voulait se concentrer sur une étude, elle le débranchait. Mais plus que tout, et ce qui plaisait à son patron, elle se contentait de glacer les spectres, sans s'empêtrer, comme l'avait fait Antonia Mori, dans d'interminables arguties interprétatives. Miss Cannon n'était pas portée sur la théorie, écrivit Cecilia Payne Gaposchkin, sa collègue à l'observatoire pendant les dernières années. Elle classait avec une parfaite impartialité et sans le moindre a priori. Lorsqu'il s'attela au classement spectral de 1100 étoiles brillantes de l'hémisphère sud, la première tâche qui lui fut confiée, Annie Cannon commença par mettre au point un système rationnel et prudent. Sa méthode suivait le schéma alphabétique introduit par Pickering, de bien plus près que ne l'avait fait celui beaucoup plus élaboré d'Antonia Mori. La jeune femme y apporta malgré tout plusieurs modifications non négligeables. Travaillant avec Pickering, elle réaménagea la séquence alphabétique initiale afin d'y introduire plus de progressivité, en utilisant comme repère d'autres éléments que l'hydrogène. Cette méthode eut pour résultat imprévu de distribuer les étoiles séquentiellement et par couleur, de blanc-bleu au rouge, en passant par les jaunes. Les principales classes spectrales formaient désormais l'ensemble O, B, A, F, G, K et M. Annie Cannon combina ou omit également certains groupes et adjoignit des divisions décimales à certaines lettres, ce qui rendait le schéma plus précis. Ainsi, le Soleil se trouva assimilé à la classe G2, ce qui signifiait qu'il était aux 2/10 du trajet qui sépare les étoiles de type G des étoiles de type K. Bien que la séquence de Cannon fût, comme les précédentes, fondée sur une étude empirique des spectres, il apparut enfin qu'elle pouvait constituer une échelle des températures stellaires. Au début du siècle, des études spectrales en laboratoire avaient conduit les astronomes à supposer que la couleur des objets chauds dépendait étroitement de leur température superficielle et que ces couleurs suivaient l'ordre du spectre. Les étoiles les plus chaudes étaient blanc-bleu et dégageant la plus grande partie de leur énergie dans les courtes longueurs d'onde. Celles correspondaient précisément à la lumière bleue. Les plus froides dégageant au contraire cette énergie dans les grandes longueurs d'onde associées à la lumière rouge. Par la suite, les astronomes apprirent à utiliser des informations pour déterminer la température d'une étoile en comparant l'intensité de sa lumière dans 2 longueurs d'onde distinctes, choisies avec soin dans le spectre stellaire et mesurées avec des détecteurs photoélectriques. Ainsi que les savants le découvrirent, la température des étoiles normales peut aller de 50 000 Kelvin pour les étoiles de type O à moins de 3000 Kelvin pour les étoiles de type M. Le schéma d'Annie Cannon, plus simple et plus souple, connu désormais sous le nom du système de classement Henri Draper, servit de base à la plus colossale étude de ce genre jamais entreprise. Pickering souhaitait depuis longtemps effectuer une étude complète du ciel englobant toutes les étoiles jusqu'à la 10e magnitude, cette dernière étant une 50aine de fois plus faible que la vision humaine. Cette étude allait porter sur 250 000 étoiles. Annie Cannon entreprit cette étude le 11 octobre 1911 en mettant tout d'abord au point un système efficace de manipulation des clichés. Les spectres n'étant le plus souvent que des ensembles de taches un peu floues, il s'agissait de tenir le cliché devant un miroir reflet dans la lumière du ciel et d'examiner le spectre à l'aide d'une loupe. D'un seul coup d'œil, Miss Cannon identifiait les raies et
combinaison de lettres et de chiffres correspondants à un assistant qui portait toutes ces données sur son carnet, tandis qu'elle-même saisissait la plaque suivante. Elle réussit ainsi à effectuer au moins 3 manipulations de clichés à la minute. Le 30 septembre 1915, 4 ans à peine après le début de cette tâche monumentale, Annie était au bout de ses peines. C'est ainsi que fut constitué le catalogue Henri Draper, dont la publication en 9 volumes débuta en 1918, alors qu'il contenait les spectres de 225 300 étoiles, complété par le supplément fait des 13 000 autres étoiles examinées par Annie Cannon. Ce catalogue, de même que son système de classement, devint la référence en la matière. Les résultats obtenus par Annie Cannon lui valurent des récompenses et des titres honorifiques émanant de différentes institutions. Mais ce ne fut qu'en 1938, elle avait alors 75 ans, que Harvard lui accorda un statut universitaire en la nommant professeur d'astronomie. Cette reconnaissance officielle fut encore plus tardive pour Antonia Maury. En 1943, 3 astronomes américains, William Morgan, Philip Keenan et Edith Gell-Mann, intégrèrent son idée de subdivision des classes d'étoiles dans une version revisée du schéma de classement de Draper, connu sous le nom du système MKK. La même année, la Société américaine d'astronomie récompensa Antonia Maury en lui accordant le prix Anish Cannon pour avoir développé le système qu'Edward Pickering avait rejeté près d'un demi-siècle auparavant. Les prodigieux travaux de Fleming, Antonia Maury et Annie Cannon constituent l'épine dorsale de l'astronomie moderne. Ils ont permis aux astronomes de pressentir le type de lien existant entre les divers types d'étoiles. Lien qui allait être dévoilé peu après le début du siècle grâce à l'ingénieux diagramme conçu simultanément par 2 astronomes vivants de part et d'autre de l'Atlantique. L'assemblage du puzzle. Ce diagramme s'inspire largement des travaux, pourtant longtemps décriés, d'Antonia Maury. Intriguée par les largeurs relatives et l'opacité de certaines raies visibles sur les spectres, la jeune astronome avait découvert que ces caractéristiques variaient même parmi les étoiles de couleur et de classe spectrale identiques, d'où ces subdivisions A, B, C qui attirèrent l'attention de l'astronome danois Ejnar Edsborg. Surtout la subdivision C qui comptait quelques étoiles à raie spectrale, étroites et sombres. Edsborg n'était pas un astronome au cursus académique classique. Son père, employé de l'État, qui avait lui-même étudié l'astronomie, avait vivement incité son fils à poursuivre des études moins incertaines d'ingénieur chimiste. Son intérêt pour la chimie de la photographie conduisit néanmoins Edsborg vers la photographie stellaire, puis, tout naturellement, à nouveau vers l'astronomie en 1902. Il avait alors près de 30 ans. Cet autodidacte tardif commença à publier les résultats de ses travaux dès 1905, mais dans un journal consacré aux problèmes scientifiques liés à la photographie, peu lu par les astronomes. Ces études lui ayant fait pressentir qu'il pouvait y avoir un certain rapport entre la brillance intrinsèque des étoiles, leur spectre et leur température, les étoiles d'un rouge sombre étant les plus froides. Edsborg observa ensuite les étoiles de l'amas lâche des Hyades, dont les magnitudes respectives avaient pu être évaluées, car elles étaient à peu près équidistantes de la Terre, et y vérifia l'existence de cette corrélation. Seules parmi elles les étoiles entrant dans la subdivision
les autres étoiles de ce groupe proche et rouge relativement connu, à la fois peu lumineuse et froide. Les étoiles C d'Antonia Maury, d'un type plus rare, étaient intrinsèquement plus brillantes. Hertzsprung, conscient du fait qu'il avait décelé deux familles distinctes d'étoiles, les appela respectivement géantes et naines. En 1908, il écrivit à Pickering l'informant de la signification des subdivisions d'Antonia Maury et l'engageant à les incorporer dans le système de classement Henri Draper. Pickering ne tint pas compte de ce conseil, attribuant ces subtiles variations dans les raies à un défaut du matériel. Hertzsprung insista alors, qualifiant les travaux d'Antonia Maury de la plus importante contribution dans le domaine du classement des étoiles depuis les travaux du défrichage du père Secchi. Mais Pickering resta inexorablement sourd à ces exhortations. Quand Hertzsprung reporta ses découvertes sur un diagramme où l'un des axes se référait à la couleur et l'autre à la magnitude absolue, les étoiles bleues vives siégèrent dans le coin supérieur gauche et les étoiles rougeâtres de faible luminosité dans le coin inférieur droit. L'astronome s'aperçut alors que la plupart des étoiles figuraient dans une bande relativement étroite, allant en diagonale d'un coin à l'autre, qu'il baptisa séquence principale. Les géantes rouges, elles, formaient un groupe à part. Si cette découverte essentielle trouva un large écho dans la communauté astronomique, Hertzsprung le doit uniquement au fait qu'à la même époque, un astronome américain, reconnu de tous, s'intéressait à des problèmes analogues. Contrairement à Hertzsprung, Henry Norris Russell, qui avait brillamment terminé son cycle d'études supérieures en 1897 à Princeton, était parfaitement intégré dans le milieu scientifique. Il étudia ensuite les mathématiques et la physique à Cambridge, puis retourna à Princeton pour y enseigner. Russell apporta une grande contribution à la connaissance de l'univers, au point qu'il finit par être surnommé le doyen des astronomes américains. Comme le Danois dont il ignorait les travaux, l'Américain cherchait à découvrir un rapport possible entre la brillance et la température des étoiles. Russell savait que des étoiles de même température, déterminées à partir de leur spectre, dégageaient un rayonnement de même intensité par kilomètre carré de surface. Ainsi, si une étoile à faible luminosité et une étoile très brillante étaient repérées à la même distance de la Terre et avaient la même température, on pouvait logiquement penser que l'étoile la moins brillante était la plus petite. Utilisant des méthodes analogues à celles d'Hertzsprung, Russell évalua la distance d'un certain nombre d'étoiles, dont les magnitudes absolues purent alors être déterminées. Il compara leur brillance intrinsèque à leur spectre et découvrit les deux mêmes classes d'étoiles qu'Hertzsprung comme lui. Russell estima que ces deux types d'étoiles rouges pouvaient être assimilés à des géantes et à des naines. En 1910, Russell apprit la découverte d'Hertzsprung par Karl Schwarzschild, un physicien allemand. Il entama alors avec lui un échange épistolaire dont la cordialité ne s'altéra jamais, même lorsque Russell connut les feux de la rampe en présentant, lors d'un colloque d'astronomie en 1913, ses propres travaux, puis en les publiant l'année suivante. Le Danois était d'une grande modestie, plus préoccupé de questions scientifiques que de sa renommée ou de la priorité de sa publication. Pour illustrer ses découvertes, Russell publia le diagramme qui réalisait la synthèse de cette recherche sous la forme qui allait le rendre célèbre. Il prit comme données des étoiles dont il avait déterminé la distance et comme Hertzsprung, il plaça
place à la magnitude absolue le long de l'un des axes de son graphique. Le long de l'autre, il mit les types spectraux en utilisant le système de classement de Harvard, la fameuse séquence O, P, A, F, G, afin de tenir compte à la fois de la couleur et de la température de ces étoiles. Son résultat fut en tout point comparable à celui d'Hertzsprung, à cette différence près que le graphique y avait subi une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. La brillance augmentait vers le haut et les couleurs et températures décroissaient vers la droite, comme dans le diagramme d'Hertzsprung. 90% des étoiles tombaient dans la séquence principale. Les étoiles géantes étaient rassemblées dans le coin supérieur gauche. En présentant ce diagramme, Russell précisa que le travail d'Hertzsprung avait précédé le sien. Ce simple graphique extrêmement pratique finit donc par être connu sous le nom de ce diagramme de Hertzsprung-Russell ou diagramme HR. Aux yeux de Russell, ce diagramme illustrait et confirmait parfaitement ses idées sur la façon dont les étoiles évoluaient. Jusque-là, la plupart des astronomes avaient supposé que l'évolution stellaire suivait la séquence spectrale. Au début de sa vie, une étoile était chaude et de couleur blanc-bleu. À la fin, elle était froide et rouge. Russell, quant à lui, émit l'idée que les deux types d'étoiles rouges que Hertzsprung avait identifiés, les géantes et les naines, représentaient le premier et le dernier stade du cycle de vie d'une étoile. Il établit la théorie suivante. Toute étoile commence par être géante de la classe M, puis elle se contracte et se réchauffe avant de se refroidir tout en continuant à se contracter, ce qui a pour effet de lui faire descendre la bande diagonale du diagramme HR jusqu'à ce qu'elle redevienne une étoile de classe M. Mais Naine, à l'instar de la plupart de ses collègues, il croyait que les étoiles suivaient toutes le même cheminement au cours de leur vie et que ce diagramme les présentait simplement à des stades différents de leur évolution. Bien que l'on se reporte toujours à ce portrait schématique du ciel, les conclusions émises par Russell au sujet de l'évolution stellaire se révélèrent un peu hâtives. L'astronome ne disposait pas des informations essentielles que l'on possède aujourd'hui pour comprendre les phénomènes dont dépend l'évolution stellaire. Avec ses prédécesseurs, il avait compulsé une formidable documentation portant sur l'extérieur de centaines de milliers d'étoiles. Mais ces savants ignoraient encore pratiquement tout de leur comportement. Une telle accumulation de connaissances attendait pour transformer fondamentalement l'astronomie du XXe siècle. Le bouleversement que représenta l'avènement de la relativité et de la mécanique quantique en moins d'une décennie. De nouveaux chercheurs allaient grâce à elle, mais aussi en partant des bases solidement établies par leurs aînés, commencer à découvrir et à révéler au monde l'inimaginable réalité du cœur des étoiles.